tellement d'inégalités, tellement d'arbitraire, comment se fait-il qu'il n'y ait pas de mouvement populaire, de mouvement syndical, de mouvement associatif puissant? Donc il y a quelque chose qui se passe au Congo, et dans le fond, la constatation vaut largement pour d'autres pays africains, mais il y a quand même une particularité en Afrique centrale, une faiblesse particulière des oppositions. Et donc ça, avec cet esprit-là qu'on a commencé ce travail, essayer de comprendre, tiens, pourquoi est-ce que ça ne coagule pas au Congo? Et donc c'était en fait, et ça reste, là je suis à mi-parcours, une démarche assez audacieuse et assez risquée, parce que dans le fond, on ne part pas à la recherche de quelque chose qui existe, et se mettre à l'observer, interviewer les parties prenantes, etc. On se met à la recherche de quelque chose qui n'existe pas. Et pourquoi il n'y a pas ça? Et donc, l'idée, c'est d'aller à la rencontre des acteurs dont on suppose qu'ils devraient faire de la mobilisation. Hein? ONG, syndicats, églises. Donc ça a été un petit peu ça le sens de la démarche. Et lorsque je commence mes terrains au début de l'année 2015, il y a un événement qui va survenir et qui va un petit peu canaliser la suite de mon travail. C'est un soulèvement populaire donc d'ampleur nationale qui a eu lieu en janvier 2015 contre la deuxième stratégie de Kabila qui a été évoquée par mon prédécesseur. La première, c'était la révision constitutionnelle, mais pour des raisons d'opposition de la société civile, de l'Église et de l'international, ils se sont dit non, ça va être difficile, on va passer par quelque chose d'un peu plus discret, d'un peu plus subtil, on va modifier la loi électorale et on va introduire un article qui dit que la réalisation des élections, notamment présidentielles, doit être subordonnée à la réalisation d'un recensement. Or, un recensement au Congo, c'est une opération d'une complexité monstre qui prend au minimum 2, 3, voire 4, 5 ans. Voilà. N'est-ce pas? Et donc, il y a eu un soulèvement d'une ampleur inégalée lorsque, le jour où le Parlement devait valider cette modification de la loi électorale, il y a eu un soulèvement de grande ampleur qui a surpris beaucoup de monde, qui a surpris les observateurs, qui a surpris les ambassadeurs, qui a surpris le pouvoir lui-même, qui a été pris au dépourvu, et qui a même surpris l'opposition qui était à la base, d'une certaine manière, en tout cas, qui avait appelé à manifester, mais qui n'imaginait pas qu'il y aurait autant de gens qui suivraient, et sur un mode aussi non contrôlé, aussi décentralisé, aussi peu coordonné. Donc, on a pu constater une capacité de réaction populaire de la population congolaise, hein, c'est un peu redondant, une capacité de réaction populaire au Congo dans ces circonstances-là. Et c'est à cet événement-là que j'ai commencé à m'intéresser. Et assez vite, m'est venue à l'esprit l'idée suivante. Au Congo, on a souvent l'impression que dès qu'il y a un début d'organisation, il n'y a plus vraiment de mobilisation. Par contre, la mobilisation vient souvent de là où on ne s'attend pas, à savoir de secteurs non organisés, peu organisés, organisés de façon informelle, clandestine. C'est de là, notamment en janvier 2015, qu'est venue véritablement la colère populaire. Et c'est un événement qui est important parce que c'est le seul moment, ces dernières années, où le président Kabila a fait marche arrière. Donc, il a déjà varié de stratégie, mais faire marche arrière vraiment au moment où il s'apprête à concrétiser cette stratégie-là, c'est vraiment quelque chose d'assez unique. Et là, tout le monde a réalisé que ce dont beaucoup se doutaient déjà, ce pouvoir a peur de la population. Et donc, l'arbitraire qui est au fondement de ce pouvoir, il a été amplement décrit par François Riepmans. Il faut en déduire, et la majorité des observateurs et des Congolais en sont conscients, les rapports de droit, les textes, les accords n'ont pas d'importance, ce sont vraiment des morceaux de chiffon qu'on va signer pour des raisons opportunistes ou tactiques à un certain moment, mais qui
qui n'ont pas de valeur. Donc c'est un gouvernement qui obéit au rapport de force. Au rapport de force physique, sécuritaire, militaire, policier. Et donc pour ce type de pouvoir, il y a deux grandes craintes. La crainte d'une intervention internationale. Et sur ce plan, Joseph Kabila, comme avant lui, Mobutu, il y a aussi de l'ordre de la... À ce niveau-là, il y a une répétition en termes de stratégie politique à l'international, c'est moi ou le chaos, si vous voulez. Donc c'est chercher à convaincre l'international que faire une trop grande pression sur Kabila, faire en sorte que Kabila s'en aille, c'est livrer le Congo au désordre, à l'instabilité, à la guerre. Donc il y a un chantage au chaos qui est vraiment au cœur de sa stratégie discursive à l'international. Et effectivement, le fait que le pays soit parsemé de situations de conflits à petite échelle ou à moyenne échelle, plus ou moins latents, est quelque chose qui sert le pouvoir. Alors il y a énormément de spéculations sur l'implication délibérée du pouvoir dans ces réunions locales. C'est assez difficile d'y voir clair, mais ce qui est sûr, c'est qu'il en tire un profit politique énorme vis-à-vis de l'international. Alors, effectivement, il est discrédité parce qu'il n'arrive pas à maîtriser le pays, il n'arrive pas à assurer la paix, le contrôle du territoire, ce qui était quand même le but de la reconstruction au début des années 2000. C'était la mission qui avait été confiée à Joseph Kabila, au moins remettez de l'ordre et de la stabilité dans cette partie du continent. C'est vraiment les effets déstabilisateurs en termes régionaux sont vraiment potentiellement catastrophiques. Et effectivement, la guerre de la fin des années 90 a fait des millions de morts. Et donc, c'est un petit peu fort de ça que Kabila dit oui, effectivement, c'est de plus en plus instable, mais c'est notamment parce qu'on me critique et parce qu'on me remet en cause que le contrôle sur le territoire est en train de faiblir, n'est-ce pas? Donc, si vous me poussez dehors, ça va être vraiment le chaos dans sa pleine expression. Et ce chantage-là, il marche. Mobutu avait fait la même chose avec la pagaille. Les années de pagaille, Mobutu est arrivé au pouvoir après toute une série de rébellions qui avaient partagé le pays en plusieurs morceaux, qui avaient fait aussi beaucoup de morts. Et Mobutu vraiment a tiré sa légitimité à l'intérieur du pays, mais aussi à l'international, sur le fait qu'il avait réussi à remettre de la stabilité. Et donc c'est sur base de ce discours-là qu'on va tout se permettre sur le plan politique. N'est-ce pas? Et c'est vraiment c'est quelque chose qui a assez bien marché et qui continue à fonctionner à l'international. Et c'est la raison pour laquelle la communauté internationale a validé du bout de lèvres des élections qu'elle savait frauduleuses en 2011. C'est la raison pour laquelle également, à la fin de l'année passée, alors que pour la grande majorité du peuple congolais, fin du deuxième mandat, on arrête maintenant, on arrête les dégâts, Kabila doit partir. Est-ce que vous m'entendez? Il y a eu cette proposition de dialogue qui a été amenée par... C'est un petit peu compliqué, donc si vous voulez, le clan Kabila, voyant l'échéance du deuxième mandat arriver, avait volontairement créé une situation d'impossibilité d'organiser les élections. Là, c'est la troisième stratégie. Il y a eu révision de la Constitution, ça n'a pas marché. Modification de la loi électorale, ça n'a pas marché. Ben, ne rien faire. Voilà. On n'organise rien, on invoque toutes sortes de blocages, de raisons technico-financières, politiques. On n'a pas pu organiser les élections. C'est très compliqué d'organiser les élections dans un pays comme le Congo, vous n'imaginez pas. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire émettre par la Cour constitutionnelle un arrêté qui stipule que, en cas de... Comment dire que, voilà, si à la fin du deuxième mandat, il n'y a pas de remplaçant élu, eh bien le président en cours reste en fonction. On va faire émettre cet arrêté qui est hautement discutable sur le plan juridique par une Cour constitutionnelle qui est sous notre influence, et puis on va organiser un dialogue avec les opposants. Et ça, c'est un aspect important pour comprendre le fonctionnement du politique au Congo.
c'est cette question de la cooptation. Donc si vous voulez, l'idée c'est que les opposants des partis politiques, mais aussi de la société civile, une façon de les amadouer, c'est de les inviter à participer au pouvoir. Et donc c'est une technique qui a vraiment été énormément utilisée par Mobutu, qui est réutilisée par Kabila et qui s'avère tout de même redoutablement efficace. Et donc là, on touche à des questions de culture politique. Évidemment, c'est délicat parce qu'il ne faut pas verser dans le culturalisme. Oh, le Congolais est opportuniste. Non, mais il faut reconnaître tout de même que les oppositions en général ont une forte tendance à se saisir des opportunités de participer au pouvoir qui lui sont tendues par les autorités. C'est un trait dominant de la politique congolaise. Et on peut même dire qu'il y a énormément de partis d'opposition, d'organisations de la société civile et de syndicats qui sont créés avec en point de mire le fait de se faire inviter par le pouvoir. Donc cette logique de la cooptation, en fait, c'est quelque part, c'est vraiment le sel de la vie politique congolaise. Davantage même, je dirais, que l'autoritarisme. Alors, il y a des organisations qui échappent à ça, elles sont extrêmement rares. Filimbi et Lucha, ainsi que quelques autres petits mouvements citoyens, en sont des illustrations. L'Église catholique également, les partis politiques, c'est déjà beaucoup moins le cas. On ne peut pas citer de parti politique qui ait résisté à ça. Historiquement, il n'y en a aucun. Et donc là, on a vraiment une problématique qui est de l'ordre du rapport aux politiques, qui est véritablement problématique. Mais je pense, moi j'ai l'espoir, parce qu'il faut aussi aller vers des solutions, par un discours orientant vers des issues. Moi je pense qu'au sein des jeunes générations, effectivement, progressivement, cette vision clientéliste de la vie politique est en train de reculer. Mais c'est un processus, il est très difficile d'évaluer où on en est. Mais effectivement, il y a la référence au droit, la référence à l'état de droit, la référence au respect de la Constitution, la référence aux principes est de plus en plus présente parmi la jeunesse politisée. Et donc c'est intéressant parce que par rapport aux années 90 et au bras de fer entre l'opposition de la société civile et Mobutu, à cette époque-là, il y avait si vous voulez, il y avait Etienne Tshisekedi qui était considéré comme la personnalité de nature supérieure qui allait remplacer Mobutu et les choses allaient s'améliorer pour tout le monde. Alors on était dans cette vision messianique à l'époque qui était très forte. Mon hypothèse, et quelque part mon espoir, c'est que cette vision d'une amélioration des choses par le remplacement au volant de l'autobus du leader actuel par un leader qui est plus gentil et qui va faire le bien du peuple, cette vision, entre guillemets, je ne dirais pas qu'elle est naïve politiquement, parce qu'elle rentre aussi dans... parce qu'effectivement, il y a des formes de redistribution paternaliste qui font que, effectivement, il y a un remplacement au leader peut faire que certaines parties de la population reçoivent de l'argent étant donné leur proximité familiale ou ethnique avec la personne qui a remplacé. Et donc, cette vision-là du changement politique, mon hypothèse, c'est qu'elle est en train de reculer au sein de certains secteurs de la population et au sein de la jeunesse en faveur d'une vision du changement politique comme respect d'un ensemble de principes démocratiques, avec en premier lieu la question de l'alternance au pouvoir. Pour moi, c'est dans ce changement culturel profond qui est en cours que réside l'alternance. Parce qu'il ne faudrait pas imaginer qu'il y a d'un côté Kabila et sa clique, de l'autre côté le reste de la population. C'est bien plus compliqué que ça. Il y a aujourd'hui des dizaines et des dizaines de milliers de personnes à l'intérieur de l'État qui profitent de la situation et qui font tout pour que ça perdure. Et quand je dis des dizaines de milliers, je crois que si on tient compte des provinces, etc., ce sont des centaines de milliers, ainsi que leur entourage. Donc, on ne va pas se lancer dans des projections en termes de pourcentage de la population. Il y a un sondage qui a été fait par Jason Stern,
l'Institut sur la recherche du Congo de New York. Je crois qu'il a été fait, parce que faire un sondage au Congo, c'est quelque chose déjà de pratiquement infaisable. On ne peut pas aller parler aux gens de leurs opinions politiques, c'est très très dangereux, on est très vite ennuyé par la sécurité. Mais bon, bref, ils ont quand même fait un sondage, je leur fais confiance, ce sont des gens sérieux, et apparemment, le taux de popularité de Kabila, il est autour de 10%. Et ces 10%, ce sont certainement ceux qui ont l'impression de profiter de la configuration actuelle, n'est-ce pas? Voilà, donc il y a effectivement ce bloc de petite taille qui continue à soutenir Kabila, mais je pense qu'il y a aussi dans le reste de la population toujours cette impression du fait que pour que notre situation s'améliore, il faut que nous-mêmes, nous ayons un parent qui accède à une position au sein de l'État. Cette vision du fonctionnement du système politique, vision patrimonialiste, comme on peut l'appeler en anthropologie, elle reste relativement étendue et effectivement, tout l'enjeu, c'est qu'elle recule au profit d'une vision du politique qui soit davantage articulée autour de la notion de droit. La notion de droit, dans le rapport entre la société et l'État au Congo, cette notion, elle est quasiment absente, pour ne pas dire totalement absente. Elle est même incompatible avec cette vision particulariste, cette vision personnalisée, cette conception personnalisée de l'État. Pour profiter des bienfaits de l'État, il ne faut pas être un ayant droit avec le sens universel que nous le connaissons aujourd'hui. Je suis un citoyen ayant telle caractéristique, je gagne tel montant, j'ai des enfants, etc. Donc j'ai accès à telle politique publique. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne par la proximité et par le lien personnalisé avec les détenteurs de pouvoir au sein de l'État. Et donc l'État, par contre, est effectivement prédateur. L'État est prédateur dans le sens où sa logique n'est pas de fournir des biens publics. Et là, il y a toute une réflexion à avoir sur l'histoire de la formation de cet État. C'est un État post-colonial. L'État colonial servait à extraire des richesses du pays par la force. Eh bien, effectivement, il y a une forme de continuité. On a continué à extraire des richesses du pays par la force, à la faire transiter vers l'extérieur, et à en tirer un profit personnel au passage qui permet d'entretenir nos clientèles politiques. Et donc, non seulement il y a eu détournement des richesses naturelles du pays, mais à partir du moment où la crise des matières premières dans les années 70 sous Mobutu, et puis plus dernièrement dans cette conjoncture-ci, il y a effectivement une baisse également des rentrées de l'État, toute une série de conséquences économiques et sociales, mais lorsque l'État n'arrive plus à tirer du profit de ses rentrées, on va dire, de ses sources conventionnelles, notamment les recettes à l'exportation, c'est directement sur la population qu'il va aller chercher ses ressources. Donc c'est un État, en fait, si vous voulez, qui vraiment structurellement extrait des ressources de la population pour son propre fonctionnement, mais pas son propre fonctionnement en termes de on va faire des politiques publiques, on vous taxe, mais après on vous rend ça sous forme de politique sociale, de politique de santé, etc. C'est on va vous taxer de manière informelle, de manière souvent coercitive, et on va avec ça accumuler un capital économique personnel depuis notre position à l'intérieur de l'État. Donc c'est vraiment quelque chose qui est structuré et qui mettra un certain temps à évoluer, mais je suis raisonnablement positif à moyen ou long terme. Je ne sais pas combien de temps. 3 minutes. Très bien. On va avoir le débat et surtout oui. que Coco puisse. Mais oui, je vais laisser du temps à Coco. Bon, alors très vite, parce que en fait, j'ai pas tellement parlé de ce dont je voulais parler. Non mais ça va, si ça vous a intéressé, je suis là pour vous faire en tête. Bon, c'est la question du soulèvement populaire.
Il y a eu ce soulèvement populaire en janvier 2015, ça a frappé l'imagination de tout le monde, ça a fait très peur au pouvoir, ça a fait se frotter les mains l'opposition. L'opposition a utilisé ça comme ressource politique. Ah, Kabila, si tu n'organises pas les élections, si tu n'acceptes pas l'alternance, il va se passer ici ce qui s'est passé en janvier 2015, mais à plus grande échelle. Donc, il y a vraiment eu une structuration du jeu politique autour des réactions potentielles de la rue. Les réactions potentielles de la rue, c'est devenu le cauchemar du clan Kabila, et c'est devenu l'espoir de l'opposition, mais plus pour des raisons, je pense, d'accès au pouvoir que pour des raisons de changement social profond, et c'est devenu l'espoir aussi d'une bonne partie de la population, et notamment parmi la jeunesse. Cette jeunesse a été très impressionnée par ce qu'elle a vu, par les printemps arabes, par le mouvement des alignés, par ce qui s'est passé au Burkina Faso, Blaise Compaoré, détrôné par la population dans la rue. Ça a énormément marqué la jeunesse. Et il faut savoir que lors de ces événements du Burkina, Blaise Compaoré, il était face à la même contrainte que Kabila. Il arrivait au bout de son deuxième mandat, il était en train de préparer un texte parlementaire pour permettre une troisième élection. Il y avait une délégation du parti présidentiel donc de Kabila, il y avait une délégation du PPRD qui était présente à Ouagadougou pour observer comment nos amis du Burkina Faso s'y prennent pour transformer leur constitution. Donc véritablement, le Congo a vécu les événements du Burkina Faso par procuration. Le pouvoir se disait, c'est un exemple intéressant, hein, on va profiter de leur savoir-faire, et l'opposition, elle, lorsque le soulèvement a eu lieu, a eu évidemment beau jeu de dire à Kabila, attention, si vous tentez de faire la même chose, il va y avoir soulèvement populaire. Quelques mois plus tard, il y a effectivement eu le soulèvement de janvier 2015, et donc beaucoup de gens espéraient, redoutaient, craignaient qu'il y ait la même chose à la fin de l'année 2016. Les conditions étaient réunies à la fin de l'année 2016. La population était chauffée à blanc. L'opposition avait réussi à former un grand rassemblement des forces sociales et politiques sous l'égide d'Etienne Tshisekedi. Cette opposition était décidée à passer par la rue pour faire pression sur le pouvoir, de manière à ce que s'il n'y a pas élection, au moins Kabila s'en aille et qu'une forme consensuelle d'institution, de transition soit mise en place. Et donc, véritablement, on comptait les jours, on décomptait les jours à la fin de l'année 2016, sur Internet, les réseaux sociaux, etc. Et finalement, au dernier moment, mais je vais voilà, c'est peut-être... Coco, ça t'intéresserait de continuer? Vraiment, on s'attendait à la fin de l'année 2016, la population va chasser Kabila. Tout le monde est d'accord, il n'y a plus de base populaire. Il y a 10% de gens qui le soutiennent, mais sur tout le territoire, c'est vraiment pas grand-chose. Et ceux qui le soutiennent n'osent plus le dire, ils ont peur de se faire tabasser. Et donc, malgré ça, les conditions semblaient réunies, mais ça n'a pas eu lieu. Et donc là, je vais céder la parole à Coco, qui va peut-être nous dire ce qui a manqué pour que, effectivement, une mobilisation puisse faire pencher la balance dans le bon sens. Bonjour. Moi, c'est Coco Baleko. Je suis coordonnateur du mouvement Philippe Kinshasa. C'est un mouvement citoyen. Sûrement, dans la salle, beaucoup de gens se posent la question, c'est quoi Philippi? Philippi, c'est un mouvement de jeunes. Philippi, ça veut dire coup de sifflet. En Swahili. Coup de sifflet, oui. On peut dire dernier coup de sifflet. Dernier coup de sifflet. On est là pour effectivement siffler la fin de la récréation. Film. Ouais.
Il y a sûrement un certain nombre de questions que les gens se posent. Quel est son objectif? Quelles sont ses méthodes? De qui est-il composé? Quelles sont les difficultés qu'il rencontre sur le terrain? C'est un nombre de questions comme ça que je vais tenter de répondre pêle-mêle. Nous sommes le produit de plusieurs héritages et de plusieurs combats. Nous sommes une génération de citoyens et de citoyennes qui ont pour mission de relever la RDC. La RDC, c'est-à-dire Congo démocratique. Nous sommes les véhicules d'expression d'une jeunesse indignée qui en a ras-le-bol, qui en a marre et qui est destinée à transformer ses frustrations en énergie positive et créatrice. Nous voulons bâtir et non détruire. Nous sommes la nouvelle génération africaine engagée. Nous sommes un mouvement composé de jeunes de 16 à 44 ans et surtout de jeunes filles aussi. Nous incarnons une dynamique récente, résolument non violente. Cette dynamique est portée par toute la diversité actuelle de la jeunesse congolaise. Les étudiants, les sans-emploi, les musiciens, les artistes, de jeunes entrepreneurs et des cadres d'entreprise. Qu'est-ce qui a fait que nous puissions nous constituer en collectif? Il y a la mauvaise gestion de nos dirigeants, le manque d'amour pour le pays, le manque de vision maintient la RDC dans la pauvreté. Et nous avons dit, trop c'est trop, nous en avons marre. C'est pourquoi, en 2015, juste après les événements, dont a fait allusion M. François, le 15 mars précisément, nous nous sommes constitués à un collectif. Et nous nous sommes dit que nous avons ras-le-bol de la façon dont le pays est dirigé. C'est pourquoi nous voulons changer les choses. Mais nous ne rejetons pas la faute totalement aux dirigeants. À nos yeux, tous les citoyens congolais sont en vérité responsables. D'une part, ils laissent agir les hommes politiques et d'autre part, ils ne tiennent pas efficacement le rôle citoyen qui est le leur. Comme un de nos modèles, Patrice Emery Lumumba, pour ne pas le citer, a dit en 1958 à la conférence d'Accra, nous désirons voir établir dans notre grand pays, un État démocratique moderne, assurant la liberté, la justice, la paix sociale, la tolérance, le bien-être et l'égalité des citoyens sans discrimination aucune. Aujourd'hui, la jeunesse congolaise, nourrie par les réseaux sociaux, est éblouie par le printemps arabe, par ce qu'a fait le palais